Post. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. À mes côtés, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pauline. Emmanuel Le Chypre, BFM Business et Le Parisien aujourd'hui en France. On va évidemment vous interroger d'abord sur ce climat, la contestation qui se radicalise, des actions coup de poing, des intimidations, des intrusions, des démonstrations parfois symboliques. Et depuis 3 jours en particulier, les 2 dernières en date, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Emmanuel Macron qui a été pris pour cible par des manifestants alors qu'il était au théâtre. Et puis un peu plus tard dans la nuit, le restaurant La Rotonde, la même où le président avait fêté sa victoire en 2017, qui a été volontairement incendié. Toutes les oppositions face à vous estiment que vous avez une part de responsabilité. La France insoumise dit que la violence, ça vient de vous. Marine Le Pen condamne les violences, mais dit qu'elle estime que vous contribuez, je cite, à la montée des tensions en France. Et ce matin, Christian Jacob, le chef des Républicains, qui dit qu'au fond, vous êtes responsable. Il dit le gouvernement porte une responsabilité dans cette tension permanente et exerce une certaine forme d'arrogance et de mépris. Est-ce que vous entendez ces reproches et cette responsabilité? Non, pas du tout, parce qu'on a là des oppositions qui perdent le nord. Moi, je crois que dans un pays démocratique mature, des organisations politiques de cette nature qui ont la prétention de diriger notre pays devraient condamner absolument sans réserve toutes les formes de violence. Vous savez, moi j'ai vécu en Afrique, dans des pays notamment où parfois la démocratie n'est pas au rendez-vous. En France, on est dans un pays où on peut s'exprimer parfaitement librement. Il n'y a qu'à regarder mes réseaux sociaux pour voir à quel point les gens peuvent s'exprimer librement et avoir parfois des mots insultants à mon égard sans que pour autant il ne leur arrive quoi que ce soit. On est dans un pays où on peut dialoguer. On est dans un pays où on a de la démocratie sociale, où les organisations syndicales sont susceptibles de trouver des compromis avec un gouvernement sur des réformes. On est dans un pays où tous les 5 ans, les citoyens français peuvent voter librement. On n'est pas dans un pays où la violence, en aucune manière, ne peut se justifier. Mais Sylvette Ndiaye, sur la question quand même des oppositions qui, effectivement, de manière unanime, à des degrés divers, mais enfin, de manière unanime, estiment que vous avez contribué à ce climat et à provoquer en quelque sorte la violence à votre endroit, vous dites pas du tout, on y est pour rien, c'est totalement un hasard. Si provoquer de la violence, c'est en fait faire les réformes pour lesquelles vous avez été élu, alors ça, de ce point de vue-là, je peux l'assumer. Je peux assumer qu'il y a eu des engagements de la part du président de la République, de la part des députés LREM quand ils ont été élus, de la part des députés MoDem quand ils ont été élus, qui forment aujourd'hui le cœur de la majorité présidentielle, et que c'est sur la base de ces engagements-là que nous nous présentons devant nos concitoyens pour mener des réformes. Et nous sommes toujours dans le dialogue. Il y a eu près de 2 ans de concertation sur la réforme des retraites. Il y a encore aujourd'hui des choses qui sont en train d'être négociées sur la pénibilité, notamment on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc on n'est pas dans une situation où on imposerait de manière unilatérale des choses qui n'auraient jamais été discutées dans aucun moment de vie politique du pays. Pour vous, d'un mot, ce que les citations qu'apportait Apolline, des Républicains, des Insoumis, du Rassemblement National, ne sont pas pour vous des déclarations de partis responsables? Moi, je crois effectivement que ça n'est pas responsable, quand on a un parti qui a vocation à gouverner, d'expliquer que la violence, elle est due. C'est comme si vous disiez en quelque sorte que nous organisions l'insurrection à l'intérieur du pays parce que nous faisons des réformes. Enfin, on marche sur la tête. En revanche, ce que je veux pointer, et c'est un phénomène que nous voyons à l'œuvre dans notre pays, qui ne date pas de ce quinquennat-ci, qui ne date pas du quinquennat précédent, mais depuis une grosse quinzaine d'années dans notre pays, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, il y a une forme de radicalisation dans ce mouvement social-là. Je me souviens des Black Blocs qui envahissaient les manifestations sous le quinquennat de François Hollande autour de la loi El Khomri, par exemple. Ça veut bien dire, et ça doit nous interroger collectivement dans cette démocratie, qu'il y a une forme de dérive de la part de groupuscules minoritaires. D'accord, mais est-ce que vous ne contribuez pas à l'affaiblissement des institutions quand face aux agissements spectaculaires et médiatiques de quelques dizaines de personnes, vous avez le ministre de la Culture qui dit par exemple qu'il renonce à ses vœux parce qu'il a peur qu'il y ait finalement des perturbations autour de cette cérémonie? C'est quand même pas un très bon signal. Vous perdez la bataille finalement de l'image et de la communication sur ce terrain-là. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec vous parce que je considère à un moment donné qu'on doit aussi éviter l'hystérisation du débat public. Vous n'aurez jamais de ma part des mots qui sont des mots blessants à l'égard des manifestants parce que je respecte profondément le fait que d'autres personnes... Là, vous capitulez quand même. Non, pas du tout. Je respecte profondément le fait qu'il y ait des oppositions politiques comme syndicales. Le ministre de la Culture annule 4 jours profondément avant aussi ses vœux parce qu'il a peur qu'il y ait des manifestants
la raison pour laquelle le ministre de la Culture a fait ce choix-là, que je soutiens parfaitement, c'est parce qu'il a aussi considéré à un moment donné qu'on ne devait pas empêcher la vie de nos concitoyens. Et donc quand on est dans une situation où malheureusement votre alternative, c'est soit de mobiliser dans un très grand nombre des forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait le moindre incident, alors que nos forces de l'ordre, on aura l'occasion d'en discuter, sont extrêmement sollicitées, ou que vous avez le choix de laisser se perturber des événements culturels, puisqu'il ne va pas notamment à un grand rassemblement culturel à Nantes, qu'est-ce que vous préférez faire? Les violents ont gagné. Moi, je considère, mais c'est donc pour ça que j'en appelle, les violents n'ont pas gagné, ils ne gagneront pas dans notre pays parce que nous serons debout. Nous avons passé des consignes de très grande fermeté. Debout mais caché. Non, mais pas du tout. Le président de la République, si on revient sur cette histoire de théâtre, il continuera à avoir des moments privés dans lesquels il assiste à des événements culturels. De la même manière, tous les ministres du gouvernement continueront à se déplacer et d'ores et déjà se déplacent énormément sur le terrain. Encore faut-il que ces moments privés le restent, ce qui nous amène à un personnage qui est au cœur de cette affaire, c'est Taha Bouhafs, un jeune homme qui se décrit comme journaliste des luttes et qui était dans le théâtre des Bouffes du Nord, quelques rangs derrière Emmanuel Macron. Il a filmé une petite vidéo et a signalé la présence du président de la République sur les réseaux sociaux. J'ai une question précise à vous poser. Est-ce que vous avez, Sibeth Ndiaye, des informations sur la présence de ce jeune homme vendredi soir au théâtre? Est-ce qu'il y était par hasard? Ou avez-vous des informations allant dans le sens inverse? Y était-il pour une raison bien précise? Écoutez, je n'en ai absolument aucune idée. Je sais qu'il va sans doute y avoir une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce qui s'est passé dans ce théâtre parisien. Donc je ne peux pas vous apporter de réponse là-dessus. Vous n'avez pas d'informations sur la présence? Est-ce qu'elle vous interroge, cette présence? Non, ça ne m'interroge pas du tout. Écoutez, il faut que tous nos concitoyens, dès lors qu'ils n'ont pas commis de faits délictueux ni n'en ont l'intention a priori, puissent aller eux aussi dans un théâtre. La présence du président de la République, elle peut se faire évidemment sans qu'on bouleverse complètement la vie des gens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autour du président de la République et de manière permanente et sans nécessairement que le grand public n'ait à en connaître, puisque par nécessité, assurer la sécurité du président de la République, ça nécessite effectivement une certaine discrétion. Donc on ne vous dit pas dans le public s'il y a des agents de sécurité autour du président de la République, par exemple. Il était dans son droit lorsqu'il prend cette vidéo et annonce la présence du président dans ce théâtre? Alors je pense qu'il faut distinguer les choses entre signaler le fait que le président est présent à un endroit, après tout, pourquoi pas, et de l'autre côté, appeler éventuellement à ce qu'il y ait des actions, éventuellement des actions violentes qui se déroulent. Moi, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas dans quelle situation on est et il y aura sans doute une enquête pour nous le dire. Donc je ne veux pas présupposer des intentions avec lesquelles les choses ont été faites. Ce que je veux aussi dire à l'ensemble de ceux qui nous écoutent, c'est que le président de la République, même s'il y a eu une petite interruption, a poursuivi sa présence et donc il a pu assister à la fin de la représentation et il est ensuite parti du théâtre. Alors il est encore un mot sur Taha Bouhafs, c'est qu'il a été mis en garde à vue, il en est sorti depuis. La députée La France Insoumise, Danielle Obono, constatant la polémique qui gonfle autour de cette personne, considère qu'il est victime de racisme. Alors je cite la phrase de la députée. Ça en défrise beaucoup qu'un jeune homme arabe, je cite, puisse avoir ce statut, c'est un journaliste, point. Que pensez-vous de cette déclaration? Écoutez, je pense que ça n'a absolument aucun sens. Honnêtement, accuser le macronisme de racisme, je crois que c'est un non-sens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous montrez vous-même? Je me montre moi-même parce que, pardon, dans le gouvernement, vous avez eu Mounir Majoubi, vous avez Cédrico, vous avez Sibeth Ndiaye. Pardon, c'est ridicule de dire que le macronisme... Je veux dire, il y a plus de députés noirs parce qu'il y a eu un élan de renouvellement important à l'Assemblée nationale, porté notamment par La République En Marche. Je ne dis pas que les autres partis ne font pas des efforts, mais honnêtement, c'est un non-sens de dire ça. Vraiment. Un mot sur... C'est pas à la hauteur de Danielle Obono. Sur le climat de violence et d'insurrection, et même peut-être d'appel à l'insurrection, je voulais vous signaler et savoir votre réaction. Raquel Garrido, qui est donc proche de la France Insoumise, a tweeté une vidéo qui a été prise chez les Gilets jaunes en Normandie. Des Gilets jaunes qui chantent Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Et Raquel Garrido, qui reprenant donc ses propos, rajoute en prévision de la grève du 21 janvier. Là aussi, j'avoue que je suis assez stupéfaite. C'est sans doute... Alors, j'ai pas vu le tweet, donc je le dis effectivement sur la base de ce que vous me dites. Mais c'est une forme de faillite intellectuelle
de la part de gens qui ont été ou qui sont des responsables politiques, pouvoir tweeter ça et dire dans une forme d'encouragement, il faut continuer plus loin, c'est insupportable, c'est même incompréhensible. Vous pouvez pas dire je veux diriger ce pays, je veux être de ceux qui représenteront la France à l'international, de ceux qui auront à ferrailler peut-être contre des dictateurs, peut-être contre des pays ou en tout cas de manière diplomatique, parce que il faut le faire toujours de manière diplomatique, auront à s'insurger contre l'emprisonnement de prisonniers politiques ici ou là, de journalistes. Vous ne pouvez pas, en ayant cette vocation-là et cette ambition-là, tenir des propos de cette nature. Est-ce que vous n'avez pas une vision un peu trop théorique, intellectuelle finalement de la situation, du mécontentement, de la façon dont il s'exprime? Alors vous pouvez toujours effectivement vous insurger contre ces débordements, mais concrètement, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Pardon, d'abord il faut que la République se tienne debout intellectuellement. Parce que si on commence par intellectuellement renoncer et considérer qu'au fond, les violences, quand elles existent, elles accompagnent naturellement une démocratie. Je pense qu'on n'est pas prêt de pouvoir s'en sortir. Et puis après, il faut de manière concrète, dans le discours politique, au-delà de la simple dénonciation, essayer de décortiquer la raison pour laquelle on est dans un pays où, au fond, une frange, dont je veux dire qu'elle est minoritaire, extrêmement minoritaire, 66 millions de Français, quelques dizaines, centaines ou milliers de militants qui aujourd'hui sont dans une opposition qui est extrêmement radicale. Oui, mais on a vu ça l'année dernière. Sibeth Ndiaye, est-ce que c'est reparti? Est-ce que c'est reparti comme en 2018? On n'a jamais considéré, en tout cas moi je n'ai jamais considéré, que la crise des Gilets jaunes était un épiphénomène qui existait à un moment T. Elle a des racines qui sont très profondes, qui ne datent pas de ce quinquennat, qui datent d'une histoire française dans laquelle il y a des choix politiques qui ont été faits de droite comme de gauche. Donc c'est juste une question de contexte, en fait. Vous êtes au mauvais moment. Je ne dis pas que c'est une histoire de contexte. Je vous dis simplement que la violence qu'on voit aujourd'hui, elle est évidemment condamnable. Elle est le résultat d'une construction qui ne date pas d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas recevoir seul le mistigris de ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution de la société. Et donc je vous dis, il faut que collectivement, la classe politique dans son ensemble puisse y apporter une réponse. Vous avez parlé du mot violence. Ce mot violence, il peut être en ce moment utilisé d'un côté comme de l'autre. Et certains, on parlait tout à l'heure de la France Insoumise, estiment notamment que la violence, elle vient des policiers, qu'il y a une véritable violence policière. Il y a eu notamment cette question de Cédric Chouillat qui est mort lors d'un plaquage ventral. Selon un décompte du journal du dimanche ce matin, le plaquage ventral, qui est donc une technique d'arrestation de la police, aurait causé 20 morts en 30 ans. Est-ce que vous envisagez de l'interdire ? Alors, vous le savez, aujourd'hui, nous avons une réflexion pour réformer l'ensemble des techniques d'intervention, notamment de la police. Ça se tient dans le livre blanc qui est aujourd'hui en train d'être construit au niveau du ministère, des protocoles d'intervention, mais pas que, hein, c'est bien plus large. Et donc, nous aurons vocation, évidemment, à poser ces questions-là. La question de l'utilisation des LBD aussi. On doit pouvoir regarder les choses posément. Mais je voudrais rappeler quelques principes quand même. On parle des forces de l'ordre, ce sont aussi des gardiens de la paix. On parle d'hommes et de femmes qui, chaque jour, se lèvent pour protéger nos vies, pour protéger nos biens et faire en sorte que nous puissions vivre en paix. On parle de gens qui, depuis plus de 2 ans, sont soumis à une violence dans les manifestations, une violence inédite. Il ne faut pas oublier ce que ça voulait dire il y a encore quelques mois et même encore aujourd'hui les Black Blocs. Il ne faut pas oublier ce que ça a représenté, les centres-villes détruits. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe. Oui, mais enfin, on a l'impression qu'à chaque manifestation, Sibeth Ndiaye, il y a une violence policière. Mais il y a des vidéos à chaque fois. Je ne peux pas vous laisser... D'abord... Je ne peux pas vous laisser dire. Ce que vous nous dites, Sibeth Ndiaye, on fait un livre blanc, on regarde les choses. Vous n'avez pas eu le temps depuis 202018. Le ministère de l'Intérieur travaille, regarde les choses. Mais plaquage nous ventral. avons La déjà. question d'Apolline était précise. Nous avons déjà. Le plaquage ventral est une bonne méthode. Est-ce que le LBD peut être utilisé à une aussi petite distance? Nous avons. Alors, il y a des règles. Non, mais il faut remettre les choses vraiment à plat. Ouais. Pour les 2 éléments que vous citez, le plaquage ventral ou l'utilisation des LBD. Pour les LBD, il y a des protocoles d'utilisation qui sont connus avec des distances minimales d'utilisation. Quand ça n'est pas respecté, évidemment, on doit enquêter, connaître les circonstances et, le cas échéant, punir. Avoir de la confiance dans les forces de l'ordre. Oui. Les gardiens de la paix, c'est aussi avoir beaucoup d'exigences à leur endroit. Avoir de l'exigence à leur endroit, ça veut dire qu'ils doivent respecter la déontologie pour être respectés des Français. Ça veut aussi dire que quand il y a des faits qui ne sont pas acceptables, qui se produisent, on enquête, on punit. Avec l'IGPN, la police la plus lente du monde.
Mais prend des écoutez, mois à chaque mais je suis fois. pas, là encore une fois, je suis pas d'accord avec vous. Parce que quand on regarde le nombre de saisines dont l'IGPN a fait l'objet sur des faits, compte tenu du nombre de manifestations, il y a beaucoup de saisines, beaucoup d'enquêtes qui sont en cours actuellement, beaucoup de transmissions au parquet qui ont été réalisées, et donc c'est le Encore une cours ce de la matin. justice, encore une ce matin, c'est le cours de la justice française. Il faut faire les choses à plat et posément. Donc pour vous, il n'y a pas de problème. Moi, Enfin, je Il refuse y a pas de problème de qu'on violence jette policière. l'opprobre sur nos policiers parce que ce sont des hommes et des femmes qui font un travail d'une très grande qualité. Et cette confiance que le gouvernement leur accorde et que notre démocratie place dans leurs mains, parce qu'ils sont détenteurs d'une violence qui est légitime lorsqu'il s'agit de lutter Mais alors, contre dans de ces la cas-là, délinquance. si c'est pas de leur faute à eux, est-ce que c'est pas un peu de votre responsabilité à vous qu'ils soient si épuisés? C'est-à-dire, vous le disiez de vous-même, vous parliez quand même des 2 années qu'on vient de traverser, et on y retourne. C'est-à-dire, quand on voit les images depuis 3 jours d'une violence dont on ne sait jamais d'où elle va arriver, est-ce que vous n'avez pas trop laissé s'installer, malgré tout, une situation qui n'est pas de votre fait, mais qui s'est installée avec une usure, avec une durée, et de ce point de vue-là, peut-être que les forces de l'ordre, pas forcément consciemment, pas forcément volontairement, mais enfin vous le constatez bien, il y a un moment où ça leur échappe. Et donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au fond, la meilleure solution, c'est que dès que des gens manifestent, qui représentent une frange de la population française, on arrête tout. Mais faire ça, c'est décider qu'en fait, le pays n'est plus gouverné et le pays n'est plus jamais réformé. Parce que vous aurez toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Si François Hollande avait dit, en fait, je ne vais pas faire le mariage pour tous parce qu'il y a 1 million ou 2 millions de personnes qui manifestent dans la rue, on serait passé à côté d'un progrès de société que moi je trouve important et auquel je suis attachée. Oui, mais ce qu'on vous reproche, Et au contraire, donc- c'est de leur céder trop facilement. Bah écoute, C'est de leur d'abord céder on trop voit facilement. bien, Regardez les- Non, mais- manifestement Oui, mais finalement, que le d'abord, chemin on doit peut être pas- entre les deux. hein. Ils ont le sentiment que quand il y a de la violence, ils obtiennent un certain nombre de choses. Non, je suis pas d'accord. Enfin, peut-être que, excusez-moi, je m'exprime mal. Non, Peut-être mais- qu'ils ont ce sentiment-là, effectivement, mais ça ne correspond pas à la réalité. Quand on regarde la crise des Gilets jaunes, les mesures qui ont été prises à l'issue de cette crise, ce sont des mesures qui étaient dans la droite ligne idéologique de la République en marche, c'est-à-dire de soutenir le travail. Et donc, on a augmenté la prime d'activité, on a enlevé les charges et les impôts sur les heures supplémentaires. Donc ça correspond à des choses qui appartiennent à l'ADN de la République en marche et qui, par ailleurs, étaient des mesures qui ont été accélérées dans le temps puisque nous avions l'intention de le faire. Donc, on a répondu à une crise sociale sans rien renier de nos fondamentaux politiques. Crise sociale qui, pour l'instant, en tout cas on le voit, n'est pas forcément terminée. On y revient dans un instant. Un certain nombre de corps, comme vous dites, qui ont été exemptés ou en tout cas Mais dont alors, on je a assumé peux les vous particularités. dire- Ça revient à la même Mais chose non, qu'un pas certain- du tout. Quand vous êtes danseur à l'Opéra de Paris, considère-t-on normal que à 55 ans, vous soyez toujours danseur de ballet? Mais on peut pas faire un autre travail, Sibeth Ndiaye? Mais bien sûr, vous pouvez faire un autre travail. Mais donc, on parle bien de la reconversion des gens. On dit bien en combien de temps ils peuvent accumuler des droits. Mais c'est Si le départ à exactement la ça. retraite est garanti, il Non, n'y a mais pas besoin de ils se partent à la reconvertir. retraite. Mais vous vous doutez bien que les gens ne vont pas arrêter de travailler à 42 Je ans. sais pas, mais dans ce cas-là, Ah bah pourquoi si, je vous le ils peuvent dis. partir à la retraite? Mais ce que je vous le dis, c'est de la même manière que les militaires, ils peuvent partir à la retraite beaucoup plus tôt, effectivement, parce qu'il y a la dangerosité, mais ils continuent à travailler. Oui, mais ils Alors, peuvent, attendez, s'ils veulent, on s'ils s'arrête, veulent, ils ils peuvent s'arrêtent ne pas de Arrêtons travailler. justement Pardon. un instant sur le militaire, puisque vous le signalez. Ce matin, on apprend que le Conseil supérieur de la fonction militaire a donné un avis et il s'est prononcé contre votre réforme des retraites. Alors, moi, j'entends bien, hein, vous savez que beaucoup de gens se disent, au fond, l'universalité, moi, je suis bien dans mon coin. Je voudrais juste parler de 2 professions qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ont plutôt fait le choix de ne pas être dans un régime universel. La première profession que je voudrais citer, ce sont les mineurs. Ils ont fait le choix d'avoir une caisse qui soit Non, mais- entièrement spéciale. Ok, Et mais- vous allez me parler ensuite des agriculteurs.